Donc, rebonjour à tous. Cette séance sera sur ce qu'on appelle l'équilibrage des lignes de production, line balancing ou encore le diagramme de Tactile. Comme d'habitude, je vais commencer le cours et vous pouvez m'arrêter lorsque vous avez des questions. Et s'il vous plaît, essayez de répondre aux questions et d'intervenir là où il faut. Le plan de la séance sera comme suit. Au fur et à mesure dans le cours, je vais vous présenter quelques définitions, entre autres l'équilibrage, le tactile, le temps de cycle et le poste de travail, la relation surtout entre ces différentes notions. On va essayer tout au long de cette séance aussi de répondre à la question qu'est-ce qu'un équilibrage optimal ou pas, et vous présenter quelques méthodes d'équilibrage de lignes, en particulier les lignes de production, mais la logique est la même, même s'il ne s'agit pas d'une entreprise manufacturière. Et si nous aurons du temps, nous allons commencer à résoudre les exercices, quelques exercices sur l'équilibrage. Sinon, je vais partager avec vous les exercices sur votre Classroom et on va les corriger. Voilà, vous envoyez la correction. Ça va dépendre du temps disponible. Commençons donc notre cours sur l'équilibrage de lignes de production. Je vais commencer par une définition commune de ce que l'équilibrage. On peut dire que l'équilibrage, c'est le fait de respecter le séquencement d'assemblage ou autre, mais ici la définition de l'assemblage, c'est un séquencement défini et un temps de cycle requis pour atteindre un certain niveau de production déjà fixé. Donc, on a une ligne de production, le cas particulier de la production manufacturière, avec plusieurs postes. L'équilibrage, c'est le fait d'avoir un séquencement de temps de cycle équilibré entre les différents postes et donc arranger les différentes tâches en des postes de travail de façon équitable. Donc, ne pas avoir ni des postes surchargés, ni des postes sous-chargés. Ici, j'ai évoqué le terme temps de cycle. C'est quoi le temps de cycle? Qui peut me rappeler ce que le temps de cycle? Non? Donc, on peut dire que le temps de cycle, c'est le temps qui sépare la production de deux bonnes pièces identiques. C'est l'intervalle de temps qui sépare deux événements identiques successifs sur un même processeur. Le cas idéal, c'est que ce temps de cycle soit un temps opératoire. Réellement, ce n'est pas le cas. C'est une situation idéale qu'on cherche à atteindre, mais c'est une situation très difficile à atteindre, voire impossible à avoir. Et donc, le temps de cycle, c'est un temps qui sépare la production, qui est égal à la durée d'un cycle complet entre deux événements identiques, y compris les temps opératoires et les pertes éventuelles de temps. Donc, c'est un temps qui sépare deux événements successifs. Dans notre cas, l'événement, c'est la production d'une pièce. L'équilibrage, l'objectif de l'équilibrage de ligne, c'est de trouver un équilibre, de trouver un point d'équilibre entre le temps de cycle, qui est la durée qui sépare deux événements identiques successifs, et ce qu'on appelle le takt time. Je vais essayer de vous poser la question, qu'est-ce que le tactile? Me rappeler ce que le tactile? Le tactile peut être défini comme étant le rythme de production, le tempo ou la cadence nécessaire pour répondre à la demande client. Le calcul de cet indicateur tactile se fait par la formule affichée devant vous qui est égale à temps disponible pour la production divisé par la demande de client. Et donc, l'équilibrage a pour objectif de trouver un point d'équilibre, voilà, de rendre le temps de cycle de tous les postes de travail
au plus égale au takt time. Et ce, pour justement répondre à la demande client, puisque le takt, c'est un rythme de production imposé pour satisfaire la demande de client. Donc, l'équilibrage, c'est le fait de trouver un séquencement équitable en arrangeant les tâches entre les différents postes. Chaque poste a son temps de cycle, TCI, généralement le note TCI. Le temps de cycle total, c'est le temps qui sépare la production de deux pièces ou deux lots, ça dépend de la production, identiques, successives identiques. Et l'équilibrage vise à dispatcher les tâches sur différents postes de façon à ce que le temps de cycle de chaque poste ne dépasse pas le takt time qui est généralement calculé, qui est presque tout le temps calculé comme étant le temps disponible de production jusqu'à la livraison de la commande client divisé par la demande client et on l'appelle un rythme de production ou une cadence exigée ou un tempo. Et donc, l'objectif de l'équilibrage, c'est de ramener tous les temps de fonctionnement des postes à un temps inférieur au takt time et un temps égal idéalement, à des temps égaux idéalement. En état, tous les postes, idéalement, si l'équilibrage est optimal, doivent avoir un temps de cycle égal. Donc, les temps de cycle doivent être égaux dans le cas d'un équilibrage idéal. On va voir que pour évaluer un équilibrage, on va calculer l'efficacité de la ligne. On va voir comment on va calculer l'efficacité une fois l'équilibrage établi. Pour illustrer la notion d'équilibrage, je vais vous présenter un exemple d'une ligne de production formée par trois machines. La machine A avec une cadence de 20 pièces par heure, une machine B avec une cadence de 10 pièces à l'heure et une machine C avec une cadence de 5 pièces à l'heure. Si on veut représenter un histogramme du nombre de pièces produites par cette ligne-là, on va trouver ce diagramme-là. Et donc, il y a un décalage entre les différents postes de travail. Dans ce cas, les postes de travail sont des machines. Et donc, la conséquence de cette situation, c'est que nous aurons un stock entre les machines A et B, puisque le nombre de pièces produites par A est deux fois, dans notre cas, la capacité de production de la machine B, et donc nous aurons une surproduction. De même pour le stock entre la machine B et la machine C, et à la fin de la ligne de production, nous aurons la capacité, un nombre de pièces en nombre de la capacité de production de la machine C, et donc nous aurons un temps d'attente, nous aurons un mu d'attente par rapport à ce qui a été lancé sur la machine A. Cet exemple présente un cas d'une ligne de production très déséquilibrée. L'équilibrage de cette ligne est très mauvais parce que les temps de cycle, on a trois temps de cycle, TCA, TCB et TCC, les trois temps de cycle sont très différents. Et donc, cette ligne de production est déséquilibrée. Notre objectif, si on veut établir ou si on veut élaborer un diagramme équilibré, c'est de travailler sur la cadence et sur le temps de cycle des postes et non pas sur des machines. Donc, on peut regrouper des machines, on peut morceler des tâches si possible, etc. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer cette ligne de production pour avoir un histogramme à un temps équilibré ou un nombre de pièces équilibrées. Qu'est-ce qu'une ligne de production équilibrée? Puisque ça, c'est une ligne de production déséquilibrée. L'inverse, dire qu'une ligne de production est équilibrée, donc je n'ai aucun poste surchargé
je n'ai pas de stock, je n'ai pas de temps d'attente et j'ai une production lissée. C'est-à-dire quoi, production lissée? C'est-à-dire que cet histogramme est, a des barres égales, plus ou moins égales. Donc, pour dire qu'une ligne de production est équilibrée, on doit avoir une production lissée, pas de variation. On ne doit pas avoir de stock, on ne doit pas avoir de temps d'attente et on ne doit pas avoir de poste surchargé. Comment on peut atteindre cet objectif? On doit bien sûr avoir des données sur les temps opératoires, des données sur le nombre de postes, des données sur la succession, sur la gamme de production, d'assemblage en particulier, sur surtout le diagramme de précédence. On veut voir quoi ça sert ce diagramme de précédence. Juste une information, lorsqu'on va équilibrer ici, l'équilibrage, par exemple, de cette ligne-là, me donne la possibilité de déplacer l'ordre d'équilibrage dans l'absolu. La notion d'équilibrage me donne la possibilité de déplacer les machines si je n'ai pas de contrainte de précédence. Donc, pour cela, avant d'équilibrer, on doit avoir des données sur le diagramme de précédence et on doit aussi avoir une idée sur le produit en lui-même, sa volume, la surface occupée lorsqu'il est un produit fini. On doit avoir aussi des données sur l'atelier, ce qu'on a suffisamment d'espace pour ce produit et pour les postes de travail en cas de modification, etc. Donc, pour résumer cette idée que pour avoir une ligne équilibrée, on doit travailler sur l'équilibrage de postes et donc sur les données techniques des postes, mais aussi on doit avoir des informations sur les instructions, sur les diagrammes de précédence, sur la surface, le volume de produits et de l'atelier où on va effectuer cet équilibrage-là. Donc, c'est tout un chantier à mettre en place pour équilibrer une ligne de production. Le tact, la valeur du tact time est un indicateur et l'indicateur primordial pour évaluer un équilibrage et même pour établir un diagramme d'équilibrage. Cette valeur du tact doit être, une fois l'équilibrage établi, égale au temps de cycle maximal de tous les postes de travail. Donc, quelle que soit la répartition de tâches, pour dire que nous avons une ligne de production équilibrée, tous les postes doivent avoir un temps de cycle inférieur ou égal à ce tact time-là. Comment on peut réaliser cet objectif-là? En déterminant le nombre de postes nécessaires pour une situation donnée. Ce nombre de postes est idéalement égal au temps de traitement divisé par le tactile. Dans le cas général, ce nombre dépasse la valeur du temps de traitement sur le tactile. Donc, si nous avons besoin de savoir le nombre de postes optimal dans une ligne de production, il suffit de commencer par calculer le takt time en divisant le temps disponible par la demande du client, puis diviser ce temps disponible par le takt time pour trouver le nombre de postes idéalement existants sur une ligne de production. Donc, on a discuté ce qu'un équilibrage, j'ai déjà expliqué ce qu'un équilibrage optimal, je vous le rappelle rapidement, c'est le fait de transformer la répartition de tâches en des postes à temps de cycle égal, temps de cycle dans le cas général, et en particulier un temps de traitement si nous n'avons pas de temps perdu, un temps de cycle dans le cas général plus ou moins égal, et c'est une situation, comme je vous ai dit, une situation très souhaitable, mais aussi très rare. Dans le cas général, nous avons des pertes de temps et donc l'équilibrage est
dans la majorité des cas, non optimale. Les opérations à non-valeur ajoutée sont ajoutées au temps de cycle. Au début, on considère que le temps de cycle, c'est le temps opératoire, puis on détermine les temps, voilà, les sources de perte de temps. On ajoute ces sources de perte de temps au temps opératoire, on obtient le temps de cycle réel de production pour avoir des délais réels et liés réellement ce qui va se passer dans l'atelier. Il y a une contrainte. La première contrainte pour ne pas avoir un équilibrage optimal, c'est l'évidence qu'il y a toujours des sources de perte de temps, des attentes, des stockages, des retards, etc. Le deuxième point à signaler, qui est un point très intéressant et qui est lié aux données de la gamme de production, c'est le fait d'avoir des opérations qui ne sont pas morcelables. C'est-à-dire quoi? Morcelables, c'est-à-dire des opérations qui peuvent être fragmentées en plusieurs opérations. Je m'explique. Donc, on a dit, Ellie, réellement, va avoir plus un temps de cycle par poste égal au tactile. Imaginez maintenant que nous avons une tâche. Par exemple, nous avons un tactile égal à 50 secondes. Et nous avons un temps de cuisson égal à 70 secondes. Donc, tac time égale à 50 secondes et un temps de cuisson égal à 70 secondes. Je ne peux pas morceler un temps de cuisson. Je ne peux pas éteindre le four et effectuer une autre opération, puis faire ramener la pièce de nouveau dans le four. Donc, le cuisson, c'est une tâche qui doit être effectuée en une seule fois. Et donc, ici, j'ai déjà une contrainte, j'ai déjà un goulot qui dépasse le tactile, quel que soit l'équilibrage que je vais faire. Et donc, je sais d'avance que si je vais me contenter à mes ressources, j'aurai certainement un équilibrage, un mauvais équilibrage dans le cas général. D'accord? Donc, les contraintes de perte de temps existantes toujours, ce sont les MUDA qu'on cherche à éviter, mais qui persistent dans la majorité des cas, on cherche à les atténuer. Et la deuxième contrainte pour l'équilibrage optimal de ligne de production, c'est le fait d'avoir des opérations qui ne peuvent pas être fragmentées en des tâches élémentaires pour ne pas avoir du cycle élémentaire de plus qui dépend le tactile. Donc, les deux sont des contraintes qui influent sur l'équilibrage de plus qui peuvent éventuellement empêcher un équilibrage optimal. Dans le cas de four, par exemple, je nomme les solutions qu'on peut envisager. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution? Toujours pas de réponse. D'accord? On peut, par exemple, sous-traiter, on peut dupliquer, on peut changer de matériaux. Sinon, on doit adapter le takt time à notre capacité de production. Donc, j'augmente le temps de cycle déjà et j'augmente, la- la- je change complètement le cahier de charge avec le client pour ne pas être en retard de livraison. Donc, il y a un investissement à faire parce que la tâche est déjà mise en place. L'exemple de cuisson. Comment on va travailler sur cet équilibrage-là? Généralement, la première étape, c'est de représenter par un histogramme les temps de cycle par poste qu'on appelle parfois aussi une station. Donc, nous aurons un diagramme d'équilibrage ou diagramme de tactile comme vous le voyez devant vous. Vous voyez le diagramme? Oui, madame. Oui. Alors, je notifie ce diagramme-là. On a 4 postes, 4 stations. Chaque poste a son temps de cycle. Le premier poste, un temps de cycle de, on suppose que c'est en secondes, 15 secondes. Deuxième station, deuxième poste, 12 secondes et demie, etc. Et un takt time égal à 16 secondes. Comment nous avons obtenu ce takt time-là?
c'est égal au temps disponible divisé par la demande de client. Les temps de cycle des postes ou de stations sont obtenus à partir de la gamme de production et du dossier technique des postes. Et donc, nous avons ce diagramme d'équilibrage. C'est un diagnostic, c'est une étude de l'existence que vous voyez devant vous. Et donc, si je vous demande le délai de production, il est égal à quoi? Le délai de production ou de fabrication. Comment on calcule le délai de fabrication à partir de ces données? À partir de combien de temps je vais obtenir une pièce? Au bout de combien de temps? J'attends une réponse. 15, 15, madame. 15. B. 15. Où est le poste golo? La réponse, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Donc, le poste golo, c'est 15. Donc, le rythme est imposé par le 15. Oui, ça, c'est correct. Mais ce n'est pas le délai de production. Ici, nous avons une succession de tâches. Donc, nous aurons une pièce toutes les 15 secondes. La première pièce sera obtenue au bout de combien de temps? Avec un délai de fabrication. La première pièce sera obtenue au bout de combien de temps? Tout simplement, la somme des temps, c'est 15 plus 2,5 plus 14,2 plus 11. Logique ou pas? On dit une succession d'étapes où chaque étape elle a une durée indépendante. Donc, la première pièce sera produite une fois toutes ces étapes sont achevées. Et donc, le délai de fabrication, dans notre cas, sera égal à la somme des temps de cycle élémentaire. 15 plus 2,5 plus 14,2 plus 11 égale à 52,7 minutes. C'est en minutes. Comme en seconde. On considère que c'est en minutes. Et le takt time, il est égal à 16 minutes. Le post-golo, comme votre camarade a dit, est égal à 15 minutes. Les pertes de temps. Comment on peut calculer les pertes de temps? Qu'est-ce que nous avons perdu par rapport à l'équilibrage? B. On obtient une pièce toutes les 15 minutes. Et donc, il y a des temps d'attente. Ces temps d'attente, est-ce que ce sont des pertes ou pas? Non, madame. Les temps d'attente sont toujours considérés comme des pertes. Donc, idéalement, selon ces temps de cycle, je dois obtenir une pièce toutes les 15 minutes. Mais réellement, deuxième station, deuxième poste sera en attente de 2 minutes et demie, pour le poste 3 pour 0,7 minutes et pour le poste 4 durant 4 minutes. Et donc, j'aurai un temps perdu égal à 7,3 minutes par rapport à un équilibrage selon le poste Golo de 15 minutes. D'accord? Donc, il y a un temps perdu, un temps du cycle, du cycle, un délai de fabrication de 52,7 minutes et un temps perdu par rapport au poste Golo égal à 7,3 minutes. C'est la somme de ce qui est en rouge ici qui est le décalage entre le poste Golo de 15 minutes et le reste des postes. Donc, le délai de fabrication va augmenter de 52,7 minutes à 60 minutes si on ajoute les temps perdus. Les pertes de temps dues à l'équilibrage, à un mauvais équilibrage, à un équilibrage qui n'est pas optimal. Si je vais calculer l'efficacité de cette ligne-là, comment on calcule l'efficacité dans le cas général? مدام لازم ديما ما فماش بارد باش يتسمى équilibrage optimal. Bien sûr. L'objectif, c'est pour avoir un temps perdu égal à zéro. Donc, n'importe quel décalage par rapport à un temps d'attente, à un temps de surproduction, à un temps de stockage, nul, c'est une perte. On cherche l'efficacité 100%. Tant qu'il y a un temps qui n'est pas exploité,
il y a une perte. Mais c'est déjà la perte. Vous allez voir qu'il y a d'autres pertes encore. Donc, pour cette situation, l'efficacité, l'efficacité dans le cas général, c'est un temps à valeur ajoutée divisé par le temps total. Ici, je vois le temps à valeur ajoutée. Égal à combien? 52,7. 52,7 et le temps total est égal à 60 et donc l'efficacité, elle est égale à 0,88 et dans ce cas, on dit que le système il est à 98%, à 88% efficace. اسمه D'accord? 100%. L'idéal, c'est 100%. On travaille pour que l'efficacité soit égale à 100%. L'idéal, c'est que quand est-ce que nous aurons une efficacité égale à 100%? الوقت ما فماش بيرد. Allez, dans ce cas particulier, qui fait l'histogramme doit être pour avoir une efficacité égale à 100%. يبداو كلهم قد لي طون نورمالمون. قديش. كلهم 15. Non, كلهم 16. كلهم Pourquoi? كلهم 16. Pourquoi كلهم 16? Parce que réellement, désactivez votre micro s'il vous plaît. Parce que réellement, la livraison sera faite à base de quoi? À base de 15 secondes ou 16 secondes? La livraison sera à base de 16 secondes. Et donc, réellement, on doit équilibrer les postes selon le takt time et non pas selon le poste golo. Donc, dans ce cas, le temps perdu n'est pas égal uniquement à 7,3, mais on doit aussi ajouter le décalage entre la date de fin de traitement sur le poste I et le takt time. Et dans ce cas, nous aurons 11,3 minutes et non pas 7,3 uniquement. Donc, l'année, qu'est-ce que nous avons ajouté? Ici, nous avons considéré le poste golo. Nous avons ignoré que la livraison se fait à base du takt time. Et donc, nous avons calculé ici 2,5 plus 0,7 plus 0,8 plus 4. Bah, qu'est-ce que nous avons ajouté? Ici, le décalage est calculé par rapport à 16 minutes et donc nous aurons 1 plus quoi? Plus 2,5 plus 1 plus 1,8 lié à 0,8 pour atteindre le 15 et 1 pour atteindre le 16, plus 4 pour atteindre le 15, le golo, et 1 pour atteindre le takt time qui est égal à 16. Et donc, j'ai une inefficacité totale ou bien un temps perdu total égal à 11,3 minutes. Et donc, l'efficacité va augmenter ou va diminuer? Le temps perdu a augmenté, donc l'efficacité diminue. va diminuer. Allez, le délai de fabrication va être de 64 minutes et non plus 60 minutes. On les 4 minutes des 4 postes par rapport au tactile. Et le système sera efficace à 82% uniquement si on raisonne par rapport au tactile. L'objectif de l'équilibrage, c'est d'avoir une efficacité impossible à atteindre, mais c'est un objectif fixé égal à 100%. L'efficacité se calcule toujours par rapport à la valeur du takt time. L'écart entre le temps de cycle du poste et le takt time. D'accord? Comment maintenant équilibrer une ligne de production? On peut équilibrer une ligne de production de façon intuitive. Nero, le diagramme, et j'essaie de regrouper les tâches par regrouper les tâches en poste, voilà, fragmenter les tâches en poste, c'est-à-dire définir un nombre de postes qui respectent ce takt time-là intuitivement. Ou bien, intuitivement, on peut l'appliquer. Intuitivement, si j'ai un nombre réduit de postes, si j'ai une ligne de production simple, si je n'ai pas de diagramme de précédence compliqué, donc si j'ai une succession simple d'un nombre réduit de postes, je peux intuitivement établir un équilibrage. Sinon,
si le problème a une taille importante, si le diagramme de précédence, comme les exemples que nous allons voir, est assez compliqué, si j'ai un très grand nombre de postes de travail, on doit utiliser des modèles d'équilibrage. Il y a deux types de modèles d'équilibrage. On peut utiliser un modèle manuel ou numérique. Pour les modèles manuels, je vais revenir à ça. Pour les modèles manuels, nous avons principalement deux méthodes. Je forme les deux méthodes. La règle du candidat le plus grand et la règle du poids positionnel. Pour les méthodes numériques, il y a différents outils numériques sur le marché. Les plus utilisés, comme seul, Alpaca et Calb. Il y a des versions démo gratuites et il y a des versions, bien sûr, professionnelles qui sont vendues sur le marché. Pardon. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les deux méthodes manuelles, règle du plus grand candidat et poids positionnel. Ce n'est à la démarche à suivre lorsqu'on veut équilibrer une ligne de production. On commence par déterminer la cadence par le tactile et le temps de cycle de chaque poste et le temps de cycle total. Regrouper les opérations en postes de travail, le nombre de postes est égal au temps disponible divisé par le tact. Et puis, appliquer un des algorithmes d'équilibrage et finalement évaluer la performance du regroupement proposé. D'accord? On va commencer par le premier outil d'équilibrage manuel qui est la règle du plus grand candidat, ou du candidat le plus grand. Comme les différentes étapes à suivre, on commence par lister les éléments dans un ordre décroissant de temps de cycle. Bien sûr, l'ordre, on doit tout d'abord avoir les informations sur ces temps de cycle. Et puis, on va suivre cet algorithme-là, ces étapes-là, jusqu'à avoir un résultat comme vous voyez ici. Donc, l'objectif, c'est, sur un exemple là, je vais revenir sur l'exemple. Donc, l'objectif, c'est avoir tout d'abord un séquencement donné par des temps de cycle et puis définir des regroupements, entre autres par la méthode de plus grand candidat. Cet algorithme-là, je vais l'appliquer sur un exemple concret. Est-ce que vous voyez l'exemple ici? Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. Oui, d'accord. Et donc, Chandi, je vais considérer cet exemple-là, un ensemble de 12 tâches avec des temps opératoires et les des temps de cycle. Qui peut me rappeler la différence entre temps opératoire et temps de cycle? Le temps opératoire, c'est le temps de traitement. Le temps de cycle, c'est le temps entre deux productions identiques successives, c'est-à-dire le temps de cycle, il n'est jamais égal au temps opératoire et peut être supérieur au temps opératoire si on considère les pertes de temps. Ce sont des notions à savoir, s'il vous plaît. J'espère que vous ne répondez pas, mais vous connaissez la réponse. Donc, on va considérer cet exemple-là avec des temps opératoires en minutes. Et nous avons des prédécesseurs, des antécédents. Il y a certains postes qui n'ont pas d'antécédents tels que les postes 2 et d'autres postes qui ont un temps, des postes qui peuvent être antécédents à ces postes-là, comme vous voyez ici. Par exemple, le poste 9, il a comme prédécesseur les postes 6, 7, 8. Et nous avons une donnée sur le takt time qui est égal à 1, 1 minute. Nous allons appliquer les deux méthodes. Une méthode intuitive pour définir un certain nombre de postes et par la suite un équilibrage intuitif. Puis on va passer à la méthode de plus grand candidat ou la candidat le plus grand. نبداو بالméthode intuitive. Comment on va procéder? On va commencer
On va commencer par définir des postes de travail. La règle pour l'équilibrage, c'est quoi? La règle, c'est que chaque poste de travail doit avoir un ensemble de tâches avec une somme de temps de cycle qui ne dépasse pas le tactile. D'accord? نبدأ intuitivement et on va... euh, j'essaie de... Là, donc, نبدأ. Le premier poste, نحط فيه la première tâche. Est-ce que j'arrête? Non, parce que 0,2 est toujours strictement inférieur à 1 qui est le tactile. Bah, j'ajoute le poste 2, toujours inférieur à 1. J'ajoute le poste 3, dépasser le 1. Et donc, je peux définir comme premier poste, non, je peux définir les deux postes, les deux tâches 1 et 2 comme premier poste. Donc, je vais appeler ça poste 1. Vous suivez? Oui, madame. D'accord. Math, kiff, égal, que j'arrête. Non? C'est inférieur. Est-ce que c'est correct ce que je suis en train de faire ici? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est certainement correct? Ouais, c'est pas faux, mais est-ce qu'il y a une étape que j'ai zappée ici? Il y a une vérification à faire. Je n'ai à cette vérification-là. Je continue à travailler et vous réfléchissez à mes questions. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est rigoureux ce que je suis en train de faire? Donc, correct, on ne peut pas savoir. Mais est-ce que c'est rigoureux? Hein? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Quelle est la vérification manquante ici? C'est ici. On doit vérifier l'antécédence des tâches. D'accord? Donc, est-ce que je peux exécuter 1 et 2 en premier lieu? Oui. Donc, le premier poste est correct. Est-ce que je peux exécuter le 3 déjà? Est-ce que je peux exécuter le 3? Oui, Oui, parce que l'antécédent syntéha est 1. Est-ce que je peux exécuter le 4? Oui, parce que 1 et 2, ça y est. Est-ce que je peux exécuter le 5? Oui. 6? Oui. 7? Oui. 8? Oui. 9? OK. 10? OK. 11? OK. Et 12? OK. Donc, je peux travailler parce que j'ai vérifié l'antécédence. Si je n'ai pas vérifié ça, donc si j'ai par exemple une antécédence qui n'est pas respectée, je dois permuter les tâches et vérifier la gamme de production. D'accord? Donc on continue l'année. Est-ce que j'ajoute le 3? Est-ce que j'ajoute le 5? Plus? Oui ou non? Oui ou non? J'ajoute la tâche 5 au poste 2 ou pas? Comment je décide? Comment je décide? Non, j'ajoute pas la tâche 5 Allez, Charles. puisqu'elle dépasse les tag time qui est égal à 1. Très bien, ça aide. Donc, on doit s'arrêter ici et définir un deuxième poste. On va l'appeler poste 2. Voilà. Continuez jusqu'à terminer tous les postes et si vous continuez ça, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Mais, je vous rappelle que nous sommes en train d'appliquer une méthode intuitive. Allez, je me mis à intuitive parce que je n'ai presque rien fait. Je n'ai presque rien fait. J'ai juste vérifié l'antécédence et regroupé les tâches en des postes
qui ne dépasse pas, tel que la somme des temps opératoires est inférieure ou égale à 1, qui est le takt time défini. D'accord? Je vais terminer quand même. Égal. Voilà. Continue. Et on va s'arrêter ici. Bat égale. Et vous continuez le calcul, la détermination des postes jusqu'à trouver ici 5 postes. D'accord? Ici, nous aurons besoin de la somme des temps de cycle. Le nombre de postes, comment on détermine le nombre de postes? Est-ce que le 5, c'est un nombre de postes optimal? Pourquoi? Intuitivement, nous avons trouvé 5 postes. Intuitivement, nombre de postes égale à 5. Est-ce que c'est optimal? Et pourquoi? كيفاش نعرف est-ce que c'est optimal ou pas? Comment on calcule le nombre de postes optimal? Anna, nombre de postes optimal égal à combien? Temps disponible divisé par quoi? Le total des temps divisé par... غادي نشوف présentation. Vous voyez la présentation? Oui. نرجعوا للتاكت. احنا قلنا le nombre de postes, comment on le calcule? Oui, non. Nombre de postes, كيفاش نحسبوها كما مكتوب قدامكم? Lisez, s'il vous plaît. Idéalement égal à combien? Temps de traitement à le tactile. Dans notre cas, le temps de traitement, il est égal à combien? La somme des temps de traitement, oui ou non? Oui. Il faut fixer là. Ah, madame. Le takt time, il est égal à... Oui ou non? Idéalement, nous devons avoir un nombre de postes égal à 4. Et donc, la méthode intuitive a un équilibrage, ok, mais l'équilibrage n'est pas optimal en termes de nombre de postes déjà. D'accord? Donc, le nombre de postes égale au temps total divisé par le takt time. Idéalement, je dois avoir un nombre de postes égal à 4. La méthode intuitive a un nombre de postes égal à 5. Donc déjà, cette solution, elle est réalisable. J'ai effectué un équilibrage intuitif, mais qui n'est pas optimal. D'accord? Je vais continuer l'évaluation de cette solution-là. Je vais représenter le diagramme de takt-time. Donc, j'ai un takt-time égal à 1 et 5 postes avec des temps de cycle différents. Le poste golo, c'est égal à 1. Elle est au genou, le poste golo ici. C'est le poste P1. D'accord? C'est le poste P1. D'accord? B. L'efficacité. Comment on va calculer l'efficacité de cette solution? Je crois qu'on a l'efficacité. C'est les temps À valeur ajoutée à temps total. divisé par le temps total, ou bien le pourcentage de temps à valeur ajoutée. Donc, si je veux calculer l'efficacité, je dois commencer par calculer le pourcentage. Je peux commencer par calculer la différence du temps du poste. On a le temps de poste, la pneumonie.
Donc, analyse des temps. Ici, on a les temps de poste 1, 0,81, 0,92, 65 et 62. Et on va calculer la différence des temps de poste réalisé de l'équilibrage effectué par rapport au poste Golo qui est égal à 1 et par rapport au takt time qui est dans notre cas égal à 1 aussi. Mais dans le cas général, manouche forcément, l'exemple qu'on a traité au début, on n'a pas un takt time égal au poste, on n'a pas forcément un takt time égal au poste Golo. Et donc, l'efficacité sera égale à quoi? Idéalement, qu'est-ce que je dois avoir? Idéalement, je dois avoir des temps de cycle de chaque poste égal à 1. Mais réellement, j'ai cet écart-là. Et donc, l'efficacité sera égale à 1 qui est le nombre de postes fois le temps du poste Golo moins la différence. Quant à moins l'écart, moins les temps perdus par rapport au cas idéal, et je vais diviser cette différence-là par le cas idéal, par 5 fois, 5 fois 1, mais pour la formule uniquement. Et donc, nous aurons une efficacité de 80% pour le poste Golo et de même pour le poste, pour le tactile. D'accord? Donc, c'est idéalement, je dois avoir des postes avec un tactile, avec un temps de cycle égal à 1. Réellement, j'ai ça, j'ai cet écart. Pour le premier poste, j'ai un écart égal à 0. Pour le deuxième poste, j'ai un écart égal à 0,19%. Pour le troisième, égal à 0,08%, etc. Et pour calculer l'efficacité de cette solution, nous allons effectuer un calcul de pourcentage par rapport au cas idéal qui est égal à 5 fois le poste Golo et respectivement 5 fois le tactile. D'accord? Juste, je reviens ici. C'est pas correct ce que j'ai fait. On ne doit pas s'arrêter. Donc, au son le somme. Je reviens. J'ai perdu un peu de concentration. Je reviens ici. La première, le premier poste. Deuxième poste. La de le troisième. Je vais reprendre l'exemple. De toute façon, on ne va pas travailler avec les méthodes intuitives. Hein. Donc, je vais reprendre l'exemple. Suivez, s'il vous plaît. Donc, je prends les différents postes. Le premier poste, deuxième poste. Je ne peux pas ajouter le troisième, mais je peux ajouter le quatrième. Vous voyez? Je ne peux pas ajouter le troisième, mais je peux ajouter le quatrième. Le cinquième aussi. D'accord? Donc, j'ai 4 et 5 ici. Je peux les ajouter puisque je suis toujours une somme de temps inférieure à 1. Donc, égal à ça, plus ça. Le quatrième, égal à ça, plus ça. Le cinquième. Et là, j'ai un 1. Et je peux définir un premier poste. D'accord? فهمتوا شنو الغلطة اللي عملتها؟ Vous répondez s'il vous plaît. Oui, madame. D'accord? Maintenant, on ne doit pas s'arrêter, on doit continuer à chercher des postes ayant des temps de cycle réduits jusqu'à ne plus avoir de possibilité d'ajouter de temps de cycle et rester quand même inférieur au tactile. D'accord? Pour la méthode intuitive. Donc, là, les postes, idéalement, on doit avoir 4 postes et nous avons 5. Donc, déjà, je ne suis pas en situation optimale et je trace graphiquement le diagramme de takt time. Pour l'évaluation du diagramme, on doit calculer le pourcentage. On peut calculer le pourcentage d'efficacité par rapport au goulot et par rapport au tact. Dans notre cas, nous avons un takt time
égale au temps de cycle du post-goulot, donc nous aurons la même efficacité. Dans le cas général, nous n'avons pas ça. L'efficacité, je peux la calculer directement en divisant le temps, la somme des temps à valeur ajoutée par le temps total. Sinon, je peux le calculer en pourcentage de temps à valeur ajoutée en considérant le cas idéal égal au nombre de postes fois le tact moins la différence de temps par rapport au tact time. Donc, c'est le décalage entre le temps du cycle de chaque poste et le tact time. Et d'ailleurs, pour la méthode intuitive qui nous a donné un équilibrage qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas idéal, avec une efficacité de 80%. Maintenant, nous allons appliquer la méthode du candidat le plus grand et vous allez voir que nous aurons certainement une efficacité qui dépasse ou égale aux 80%. Mais généralement, ça dépasse les 80%. On va considérer le même exemple. Donc, avec le même exemple, la différence, c'est que ici, j'ai ordonné les tâches selon leur temps opératoire, décroissant. Donc, la première étape, si je reviens à la présentation, la première étape pour la méthode du candidat le plus grand, c'est d'ordonner les tâches dans un ordre décroissant du temps opératoire. D'accord? Donc, vous voyez ici, la première étape, c'est de classer les éléments dans notre cas, les tâches, dans un ordre décroissant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose que ce que nous avons fait pour la méthode intuitive, mais en considérant le nouvel ordre décroissant. Et donc, on commence par le premier poste qui est dans ce cas formé tout d'abord par la tâche 2, puis ajouter la tâche 3 et continuer jusqu'à avoir les postes avec toutes les tâches déjà définies. D'accord? Vous voulez continuer ou alors vous pouvez voir le résultat ici. Kamloa. Kamloa, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on dit que ça. B. Donc, nous aurons 5 postes avec la répartition que vous voyez devant vous. Commençons tout d'abord par un ordre décroissant des temps opératoires, voilà, des temps de cycle élémentaire des postes. On va maintenant tracer le diagramme d'équilibrage du candidat le plus grand avec un temps, un takt time toujours égal à 1 puisqu'on est dans la même situation de données. Donc, un takt time égal à 1. On dit les temps de cycle de chaque poste. Bien sûr, on a juste considéré les 1, 0,81, 0,98 et on continue avec les temps de cycle de chaque poste avec un takt time égal à 1. C'est une donnée. On calcule la différence entre, pour le poste goulonné, on n'a pas de différence comme je vous l'ai dit. On calcule la différence entre le poste goulot et le temps total de chaque poste. Nous aurons le résultat suivant. De même pour le poste goulot. D'accord? Fais en calcul l'efficacité, qui peut me rappeler l'efficacité? Là, هذا التاع في evaluation. Voilà, le temps idéal, le temps. Moi, je sais comment je dis, moi, le temps de quoi? Le temps idéal, moins la perte de temps, la différence divisée par le temps idéal. Le post-goulot, comment on détermine le post-goulot? C'est quoi le post-goulot? Ben, on dit 5 postes. Non, je me trouve automatiquement, c'est le poste 1 il a le temps le plus grand. Imaginez que vous avez 100 postes. Qu'est-ce que je le post-goulot? Il suffit de faire quoi? Et bien, je vais écrire égal à quoi?
le temps maximal des temps de poste. D'accord? Donc, il suffit de repérer le temps maximal par une fonction ou là par 5 postes, c'est facile à détecter, mais si nous avons 500 postes, il suffit d'appliquer la fonction max. Et on calcule par la suite l'efficacité de la ligne de production en appliquant la méthode du candidat le plus grand. D'accord? Donc, vous avez ici l'algorithme, listez les éléments, commencez par le premier élément en respectant les contraintes. On doit toujours vérifier que nous avons respecté les contraintes de précédence jusqu'à avoir un temps de cycle, une somme de temps de cycle qui est égale ou on s'arrête lorsqu'on a un temps de cycle strictement supérieur au takt time. On ne considère pas l'étape où le temps de cycle, la somme des temps de cycle dépasse le takt time et on continue à assigner les tâches jusqu'à terminer toutes les tâches. Et à la fin, si on revient ici, on va trouver un regroupement. Donc, on est 2, 5, 1, 4. 2, 5, 1, 4, c'est le premier poste, le deuxième poste, le troisième, quatrième et cinquième poste. C'est une première étape de regroupement. Le layout et la mise en place de ces postes-là dans l'atelier, c'est autre chose. D'accord? Voilà pour ce qui est méthode du candidat le plus grand. Deuxième méthode qu'on peut utiliser manuellement pour l'équilibrage des postes, c'est la règle du poids positionnel. D'accord? La règle du poids positionnel. La différence entre le candidat le plus grand et le poids positionnel, c'est que la méthode du poids positionnel commence non pas comme la méthode précédente, juste après l'ordre décroissant des temps de cycle, mais il y a une étape à effectuer. Cette étape est la suivante. Ils tracent le diagramme d'antécédence des différentes tâches. Donc, il y a 12 tâches ou on a l'antécédence des tâches. Je vous rappelle, si vous voulez l'exemple, c'est le même exemple ici. Voilà, c'est l'exemple sur lequel on s'est basé pour toutes les méthodes. Et donc, nous commençons avant l'ordre de tracer, qui m'a diagramme perte, de tracer le diagramme colo-perte de ces tâches-là. Et nous obtenons cette configuration. Vous pouvez vérifier au combat que vous avez cette configuration. Et les chiffres en noir ici, huma les temps de cycle. Donc, pour la première tâche 0,2, la deuxième tâche 0,4, donc 0,2, 0,4, 0,7, 0,1. Pour la huitième tâche, par exemple, c'est 0,6, etc. Et on respecte l'antécédente de tâches. Une fois nous avons établi ce diagramme-là, on doit calculer ce qu'on appelle les poids positionnels. Calculer un poids positionnel pour chaque tâche. On commence, à votre avis, on commence la première tâche ou la dernière tâche? Super, comment on travaille pour calculer les délais? Au le diagramme ou à la fin du diagramme? Si toi. Je vais vous montrer maintenant, ou essayer de répondre s'il vous plaît, comment on va calculer le poids positionnel de chaque tâche une fois le diagramme PERT établi. On commence dès la dernière tâche. Donc, la tâche 12 a un poids égal à sa durée. Allez, en fait. Le poids positionnel considère quoi? Considère les tâches qui restent à effectuer, les successeurs de l'élément choisi. Et la tâche 12 n'a pas de successeur. Donc,
lorsque j'arrive à la tâche 12, combien de temps il me faut pour terminer tout le projet? Il me faut uniquement la durée de la tâche 12, tout simplement. D'accord? Donc, on considère, lorsqu'on veut calculer le poids positionnel, les tâches qui succèdent l'élément choisi. Et si nous avons plusieurs chemins possibles, on choisit le chemin le plus lent. On cherche un chemin critique, c'est-à-dire quoi dans notre cas? Le mot critique, c'est-à-dire qui dure le plus longtemps. Donc, on va considérer pour chaque élément, en commençant dès la fin du diagramme perte, on va considérer pour chaque élément choisi les tâches qui restent à effectuer. Et si nous avons plusieurs chemins possibles, on va sélectionner le chemin le plus lent. D'accord? Pour la tâche 12, je n'ai que cette tâche à effectuer pour arriver ici. Donc, le poids, écrit en rouge ici, est égal à 0,12. Pour la tâche 11, je connais pas les minutes, je venais à 62. Rapidement. C'est quoi ce 62? C'est, voilà, tellement sectine, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à vous voir, est-ce que vous êtes là ou pas? هذايا رمضان مازال ما جاش. Alors, donc, pour la tâche 11, le poids positionnel de la tâche 11 dans notre cas, c'est le poids positionnel de la tâche 12 plus la durée de la tâche 11. Et donc, ça sera 0,5 plus 0,12. Clair? D'accord? Oui, D'accord. madame. Ben, بعد, on avance. Pour la tâche, pour la tâche, juste je déplace un tout petit peu. Une fois on a terminé avec la tâche 11, on oublie complètement la tâche 12. Déjà, elle est finie. Pour la tâche 9, منين جبتها ال 88, c'est égal à tout simplement 89, pardon, 0, oui, C'est 0,62 plus 0,27. 0,27. Allez, c'est automatiquement calculé parce que j'ai un seul chemin possible. Pour le 10, kiff. C'est 0,62 plus 0,38. Pour le 8 maintenant, hein? Pour le 8, Shandi. Donc, je peux suivre ce chemin à travers 10 et je peux suivre le chemin à travers 9. Et là, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le chemin le plus long, voilà, le plus court. Donc, Le j'aurai plus lent. le plus long. Donc, ça sera 1 plus la somme de reste de tâches. Donc, je vais mettre 1 plus 0,27 plus 0,6. D'accord? Donc, je prends le poids positionnel du chemin, de la tâche qui correspond au chemin le plus long, plus la durée opératoire ou la durée du temps de cycle élémentaire des tâches restantes, plus la tâche considérée l'IA8 dans notre cas. Donc, pour 1,88, on a la somme de 1, le poids positionnel le plus grand, plus le temps de cycle de la tâche 9 qui est égal à 0,27, plus le temps de cycle de la tâche 8 qui est égal à 0,6. Pour la tâche 7, tout simplement, 0,89 plus combien? 0,32. Voilà. D'accord? De même pour 6. Pour 3 maintenant, hein? Pour la tâche 3. ناخذهم من الويت معناتها. Donc 1,87 plus quoi? 0,7. 0,7, كهو.
plus 0,32 plus 0. 0,11. D'accord? Donc, le chemin critique, le poids positionnel du chemin le plus long et j'ajoute le temps opératoire des tâches que je n'ai pas considérées plus le temps opératoire de la tâche considérée. D'accord? On continue, là ça va. ناخدو juste la tâche 1 اعطيوني la tâche 1 كيفاش لقينا 3 3 la tâche 1 شنو les possibilités pour la tâche 1 3 ou c'est 4. ou bien à travers 3 ou bien à travers 4 et là qu'est-ce que je vais choisir 3 ou 4 3, le plus long. 3 donc je vais choisir 3 plus la durée de la tâche 4 plus la durée de la tâche considérée 1 je vais trouver 3 3 d'accord علاش هدايا pourquoi احنا نختاروا le chemin le plus long plus les durées على خاطر شنو l'objectif mais le poids positionnel c'est de considérer d'orienter vous le voyez ici d'orienter l'équilibrage vers les tâches qui nécessitent le plus de temps je vais commencer par lancer les tâches voilà l'ensemble des tâches la ligne restante qui nécessite le plus de temps. D'accord? احنا وقت اللي خدمنا بالcandidat le plus grand عملنا l'ordre selon quoi? L'ordre selon le temps opératoire, quel que soit le temps restant à effectuer. Je n'ai pas le candidat le plus grand, je ne peux pas considérer l'antécédence des tâches. Bon, j'ai considéré la logique. Je n'ai pas exécuté une tâche sans vérifier son antécédence. Emma, je n'ai pas considéré le temps restant pour effectuer toutes les tâches. Pour le poids positionnel, je considère en plus de l'antécédence le temps restant selon un schéma critique défini comme étant l'ensemble, voilà, la somme de temps opératoires restant jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la fin de l'exécution de toutes les tâches dans notre cas. Donc, l'objectif de considérer le chemin le plus long plus les temps opératoires, c'est pour orienter le choix, pour orienter l'ordonnancement des tâches, le lancement des tâches pour l'ensemble, voilà, la somme des temps de cycle qui nécessite le plus de temps. Donc, on commence par les inventaires. Là, ce qui est en noir ici, ce sont les temps opératoires qui sont des données. On calcule les poids positionnels de chaque tâche progressivement, en commençant par la fin. Je n'en à la fin. J'ajoute à la durée de la tâche considérée le chemin critique le plus lent, donc le poids positionnel de la tâche qui succède cette tâche-là, qui a le chemin critique le plus long, et on ajoute comme pour le cas de 3 ici, on ajoute les durées pour les tâches qui n'ont pas été sélectionnées pour le calcul du poids positionnel. On revient à la même méthodologie que le candidat le plus grand et on classe les tâches, mais selon leur temps standard ou le temps opératoire ou le temps de cycle, mais selon leur poids positionnel décroissant. Kif kif. Dima selon un ordre décroissant et l'étape 3, elle est similaire à l'étape 3 de la méthode du candidat le plus grand. On cherche des postes de travail, on regroupe les tâches selon des postes de travail de façon à ne pas dépasser une somme de temps de cycle élémentaire égale ou doit être inférieure ou égale au tactile. Et le résultat sera, si vous continuez la résolution, vous allez trouver un résultat, je pense, qui est différent de ce que nous avons trouvé, pour le candidat le plus grand. D'accord? Qui fait on choisit entre le poids positionnel et le candidat le plus grand à votre avis? Comment je vais décider à la méthode, à la configuration, la meilleure configuration? Est-ce que c'est une configuration 1, 4, 2, 5, quoi? Là,
cette configuration. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on peut choisir? Qu'est-ce on a évalué la méthode de candidat le plus grand? On a calculé quoi? L'efficacité, voilà. On a calculé l'efficacité. Donc, il suffit de calculer l'efficacité de cette solution-là et de choisir la méthode qui me donne l'efficacité la plus importante. Tout à l'heure, pour le candidat le plus grand, nous avons trouvé une efficacité égale à 80%. On calcule l'efficacité ici et on vérifie si c'est supérieur ou inférieur à 80% et on choisit la méthode qui me donne l'efficacité la plus importante. D'accord? Oui. Donc, je vais partager avec vous un exercice sur deux exercices sur votre classroom. Vous essayez à résoudre ces exercices-là. On va voir si on va corriger ces exercices. Voilà, je vais partager avec vous la correction. Pour la prochaine semaine, la dernière séance, nous allons avoir la partie sur le VSM. Mais comme partie sur le VSM, je vais essayer de vous envoyer le cours et une étude de cas. Donc, on va essayer d'effectuer la leçon selon une méthodologie de classe inversée. Hein? Donc, vous essayez avec l'étude de cas et la prochaine fois, on va commencer par l'étude de cas. Donc, vous lisez au moins la situation. تشوفوا شنو فيها ال VSM هذه شنو l'étude de cas. Je vais vous la montrer tout de suite. On va construire le cours sur cette étude de cas-là. D'accord? C'est l'étude que je vais vous envoyer. On va discuter, donner les informations. Au moins, vous, vous venez avec une idée sur ce qui existe dans cette étude de cas. D'accord? Donc, vous allez trouver sur votre classroom à la fin de cette séance, peut-être cet après-midi, vous allez trouver, Inch'Allah, l'enregistrement au plus tard lundi matin. Vous allez trouver ce cours-là, l'exercice sur le tactile et l'étude de cas sur le VSM que je vous recommande fortement de la lire avant de venir la semaine prochaine pour gagner du temps. Ce sera la dernière séance et nous aurons besoin de temps. D'accord? Oui. Pour les exercices que vous avez sur votre classroom. Donc, normalement, j'ai partagé avec vous la dernière séance, j'ai partagé avec vous un exercice sur Kanban. هاكا ولا شفتوه ولا إيه؟ أي باهي خدمتوه ولا إيه؟ pas encore. Pas encore. كيف نخدموه pour la prochaine séance aussi. Donc, la dernière séance, تخدموا لي les exercices ما تخدموهمش ما نصلحوهمش. Donc, نخدموا l'exercice Kanban. L'exercice sur l'équilibrage. Ça m'a un exercice à la méthode du candidat du plus grand candidat et sur le poids positionnel. D'accord? Puis aussi, quelques questions sur l'équilibrage. C'est-à-dire, vous pouvez pas résoudre le problème, mais juste ayez une idée sur ce qui existe dans la description du problème. Et on va terminer ce cours par une partie sur la VSM. C'est une méthode de diagnostic, c'est un outil très important du Lean Manufacturing. Et on va clôturer le cours de Lean Manufacturing. D'accord? Bien sûr, si vous avez des questions, vous préparez toutes vos questions et je vais répondre si vous avez des questions, bien sûr. D'accord? Oui, madame. C'est bon? Vous n'avez plus Oui, madame. Oui, merci. Merci. Clément? Slema.